Et comment serait le monde si l'homme n'avait pas de main? D'abord, il n'y aurait plus de guerre, puisqu'il ne pourrait pas tenir un fusil. Mais si l'homme n'avait pas de main, il ne pourrait pas non plus tenir un marteau. Alors, garde tes mains et montre-nous à quoi elles te servent au Sri Lanka. Eh bien, grâce à leurs mains, vous allez pouvoir découvrir une fabrication artisanale de briques, les terrassiers alpinistes, la dentelle et les métiers à tisser, les ponts échaussés dans la boue, la sculpture sur bois, les charmeurs de serpents, les pêcheurs, les chercheurs de pierres précieuses, les fouilles antiques, la peinture sur soie et une petite maternelle. Mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Sri Lanka, ils connaissent certainement le thé de Ceylan. Et il y a de bonnes raisons à cela. Cette île en forme de mangue, d'à peine plus de 65 000 km², produit plus de thé que n'importe quel pays sur la Terre, exception faite de l'Inde gigantesque. Ici, depuis des siècles, l'éléphant est le serviteur de l'homme. Guidé par son maître, sa trompe est utilisée pour s'abreuver, mais aussi pour faire des gros travaux. Une main plus puissante en quelque sorte. Le Sri Lanka est la larme de l'Inde. C'est ainsi que les poètes qualifient volontiers l'île en raison de sa forme et de sa nature. Si ce grand pays qu'est l'Inde a jamais versé une larme de joie, c'est elle qui aurait formé l'île de Ceylan. Les animaux ont toujours servi l'homme et ces buffles en témoignent. Ils piétinent à longueur de journée cette terre arrosée par la main du maître. Quand elle est devenue glaise, il l'emmène un peu plus loin pour faire des briques. Elles sont faites à la main, une par une. Cette petite entreprise artisanale en fabrique environ 30 000 par mois. Et le patron est là pour s'assurer que la cadence ne baisse pas. À propos, avez-vous une petite idée de ce que gagne cet homme? Ce qui représente environ 12 francs 50. Après avoir séché pendant un mois, bien entendu. En fait, si on calcule bien, l'investissement de cette petite usine n'est pas grand. Un tombereau, une pioche, un broc et l'eau de la rivière, une trique, quelques buffles, et combien d'hommes? 10 gens qui travaillent avec lui. ඉතින් හොඳට සල්ලි ආදායම ලැබෙනවද මේකෙන්? Oui, les commerces pas mal, ça bien marché. Et voilà, les affaires sont bonnes grâce à la main de l'homme, à s'en lécher les narines. Le Sri Lanka fut si souvent associé à Adam, le premier homme, que l'on croirait volontiers que l'île elle-même est le légendaire Éden. Et de ce fait, seul le paradis pourrait rivaliser de beauté avec Ceylan.
Oui, mais le paradis n'est pas toujours rose. Ce travail est un métier de haut niveau, sans pour cela avoir fait des études. Il faut toutefois être un bon alpiniste, creuser la roche à 40 mètres de haut, mais le mieux dans tout ça, c'est que ce sont des artistes. Jouer du marteau au rythme de la musique, faut le faire. Il n'y a aucun trucage dans ce film. La vitesse est normale. Ces petites demoiselles ont l'art et la manière de faire de la dentelle. L'établissement du bouddhisme au Sri Lanka remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Devanam Piyatissa, un contemporain du grand empereur indien de la dynastie des Mauryas, Asoka. D'après la tradition, c'est Asoka qui aurait envoyé le premier missionnaire bouddhisme dans l'île de Sri Lanka. Avec le temps, le bouddhisme devint la religion d'État, mais surtout le soubassement de la culture et de la civilisation singalaise. Nous sommes ici à Anuradhapura, qui fut la première ville du Sri Lanka en 437 avant Jésus-Christ. Le travail à la chaîne est toujours le moyen le plus adapté quand la main-d'œuvre n'est pas chère. Ce n'est bien sûr pas drôle d'être dans la boue à longueur de journée, mais là au moins la machine ne les a pas encore remplacés. Ici, la femme est l'égale de l'homme, elle doit avoir la même résistance. Nous sommes en train de reconstruire la route de Avisaville jusqu'à Masquelier, c'est-à-dire dans la montagne. Dans la montagne, et même il doit grandir la route, et puis il doit casser le pont ici, et après ça ils vont reconstruire le pont. Mais c'était commencé, c'est-à-dire il travaille ici depuis presque un an et demi, c'est-à-dire 18 mois. Ils vont terminer le travail, ils vont terminer le pont ici à peu près
pendant presque un an et demi peut-être. Il m'a répondu qu'il gagnait aussi bien que les femmes qui travaillent ici. Selon la légende, les Cingalais descendraient d'un lion, Signa. La fascinante saga de l'origine d'un Cingalais rappelle l'histoire de Romulus et Rémus. Dans la Mahavansa, chronique dans laquelle les moines bouddhistes consignèrent pendant plus de 2500 ans les événements qui se produisirent sur l'île, l'histoire de Sri Lanka commence en 544 avant Jésus-Christ, à l'arrivée du prince Vijaya. Vijaya fut le premier roi de Lanka. Il débarqua sur l'île avec une suite de 700 personnes le jour de la mort du Bouddha en Inde. Vijaya était un jeune homme au tempérament rebelle. Ne s'étant pas soumis à son père, il fut chassé du pays et accosta sur le rivage de l'Inde de Lanka, en un lieu qu'il baptisa Tambapani d'après la couleur cuivre du sable. La civilisation florissante des plaines du nord de Sri Lanka s'avère être une cible tentante et une proie très vulnérable aux invasions sud-indiennes. Dès 237 avant Jésus-Christ, 2 aventuriers tamouls usurpèrent le trône cingalais et régnèrent pendant 22 ans sur les plaines célanaises. Peu après, un général du sud de l'Inde nommé Elara régna sur Anuradhapura 44 années durant et acquit une réputation légendaire de monarque et d'administrateur impérial. C'est au terme de 15 ans de lutte que le pouvoir cingalais fut rétabli sur l'île. Cette campagne contre Elara fut menée à bien par Dutujemunu, un prince de Ruhuna, qui le tua au cours d'un combat singulier resté célèbre en 161 avant Jésus-Christ. Dutujemunu monta sur le trône d'Anuradhapura et unifia l'île sous son seul commandement pour la première fois dans l'histoire du Sri Lanka. Sa capitale devint le centre administratif de l'île et le resta pendant 9 siècles. La sculpture sur bois est l'une des plus anciennes techniques encore pratiquées de nos jours. Avec l'influence occidentale et le développement du commerce touristique, beaucoup de graveurs ont adopté la sculpture en 3 dimensions. Observez bien ce qu'ils arrivent à faire avec un tronc d'arbre. Celui-ci déjà entamé, et l'autre presque terminé.
Colorée avec des teintes bien prescrites, la sculpture des masques en bois très léger nécessite beaucoup plus de travail en relief et modelage afin de donner vie aux représentations et au caractère des démons. Le tout dans ce métier, c'est surtout de ne pas s'arrêter de souffler. Imaginez ça sur les Champs-Élysées. Loupé. Bon, bah si c'est comme ça, je file à l'anglaise. Oh, il insiste. Allez, baisse la tête, toi. Ouais. Allez, baisse la tête. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa croûte? Oui, tout à l'heure, notre cobra voulait filer à l'anglaise. Alors, à propos d'envahisseurs, avant les Anglais, il y a d'abord eu les Portugais, au début du XVIe siècle. Et ensuite les Hollandais en 1617, et puis les Anglais en 1795. Mais retournons plus loin dans le passé. L'alliance étroite qui se fit entre les Cingalais et le bouddhisme augura de la fusion du sentiment national et du sentiment religieux qui a eu une grande influence sur la situation actuelle du pays. Les Cingalais croient qu'ils ont une mission divine, qu'ils sont un peuple élu, destiné à préserver la foi du bouddhisme dans leur île. Yani de Bhutan samagatan mani mayani Radhagatan yeman se Bhutan sangan namaksa Ete satyavatjene dukka payaruga upatang Ete satyavatjene yasudan Amadiya isin wadinna budu samide Wadinna budu samide Malin pudani wadinna budu saminde wadinna budu saminde Il aurait été impensable de ne pas aller rendre une petite visite aux pêcheurs de Negombo. D'autant plus que leur port, c'est tout de même le plus grand de l'île. Comme bien des villes côtières, Negombo fut un port d'épices longtemps avant l'arrivée des Portugais. Les Maures créèrent un système commercial grâce auquel la cannelle était apportée jusqu'à la côte par la main-d'œuvre locale. Les Portugais occupèrent Negombo vers 1600 et y élevèrent un petit fort dont les Hollandais s'emparèrent en 1640. Ils le restaurèrent, marquant ainsi leur première empreinte sur le Sri Lanka. Les Britanniques trouvèrent le fort abandonné en 1796. Ils le détruisirent en grande partie pour y installer une prison, toujours en fonction. Il n'en reste aujourd'hui que la porte principale et une partie des deux bastions.
Voyez bien que l'union fait la force. Un petit peu de sel. Bon appétit, jeune homme. Celui-là, il n'est pas de chez nous. Et ici, ce n'est pas une boucherie pour tête de veau, ni pour corbeau. Devinez. Eh bien oui, des têtes de requin. Et je vous parle pas de l'odeur. Sinistre, non? Par contre, celui-là, il pourrait être de chez nous, mais un petit peu plus rose. Ouais, dégage, change de port. Ah bon? C'est mieux, là? Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les pays du monde, il y a ceux qui poussent et ceux qui laissent aller. Là, si je me trompe pas, c'est le futur ministre de la Défense. Il y a 3000 éléphants encore sur l'île. Ça peut peut-être servir. L'une des plus grandes réalisations d'irrigation fut le réservoir de Kalawewa, construit par le roi Mahasena au IIIe siècle. Il faisait 11 km² et possédait un barrage long de 6 km et haut de 11 à 18 mètres. Il était relié à la ville d'Anuradhapura par un canal d'une longueur de 87 km. Mais là où est sa surprise, c'est sa faible inclinaison. Les 27 premiers kilomètres faisaient seulement 15 cm pour 1600 mètres. Le Bouddha Okana, statue du 5e siècle de 13 mètres de hauteur, est sans aucun doute la sculpture ancienne la plus belle et la mieux conservée de toute l'île. Tout au long de l'histoire, le Sri Lanka a été connu comme une terre de pierres précieuses.
On dit que le roi Salomon s'était procuré à Ceylan un rubis géant pour la reine de Saba. Aujourd'hui, ils se font rares, mais son noble frère, le saphir bleu, est le souverain du Sri Lanka. Pour atteindre ces pierres précieuses, les ouvriers doivent creuser à travers la surface d'alluvion un puits qui peut dépasser 10 mètres de profondeur. Il tamise ensuite cette argile dans un mouvement de rotation afin de ne récupérer que le gravier. Cette récolte n'est pas une entreprise individuelle. Elle se fait en coopérative. Chaque collaborateur touche une part déterminée de la vente des pierres. Le propriétaire de la terre, celui qui finance le puits, celui qui paie au gouvernement la taxe nécessaire pour obtenir les droits de creuser, et les hommes engagés pour fouiller. Les critères majeurs pour juger une pierre sont sa couleur, sa transparence, son éclat et son absence de défaut. D'une façon générale, plus la couleur d'une pierre est profonde et pure, meilleure est sa qualité. Cependant, la profondeur et la pureté d'une pierre sont rares, et elles peuvent même cacher un défaut. Amateurs, attention! Alors là, attention, voici la citadelle de Sigiriya. Ce massif naturel de 200 mètres de haut va nous dévoiler toute son histoire. Alors prenez votre souffle, nous montons. C'est Kasyapa qui conçut et mena à la perfection ce chef-d'œuvre. Il était le fils aîné du roi d'Atusena, le constructeur du grand réservoir. Craignant d'être supplanté dans la succession par son demi-frère Mogallan, Kasyapa s'empara du pouvoir et fit emprisonner son père. Mogallan s'enfuit en Inde. Kasyapa exigea que son père lui révélât où il avait caché sa richesse. Du moins était-il convaincu de l'existence de celle-ci. Datusena emmena le jeune usurpateur au bord du Kalawewa, le plus grand de ses travaux d'irrigation. « Voilà, dit-il à son fils, c'est là toute la richesse que je possède. »« Qu'on tue mon père !» s'écria Kasyapa hors de lui. Le roi déchu fut emmuré vivant dans sa tombe. La peur, l'arrogance et l'illusion d'être une divinité menèrent Kasyapa à construire son palais sur ce rocher de Sigiriya. 7 ans après son accession au trône, Kasyapa put s'installer dans son fabuleux nouveau palais. Il descendit de son camp fortifié imprenable 11 ans plus tard, en 495,
pour rencontrer son demi-frère Mogallan qui revenait des Indes accompagné d'une grande armée. Au plus fort de la bataille, l'éléphant de Kasyapa sentit caché devant lui une terre marécageuse et tourna momentanément sur le côté. L'armée, craignant que son chef ne se soit détourné pour battre en retraite, se dispersa dans la plus grande confusion. Et Kasyapa fut abandonné sans défense. Magnifique jusqu'au bout, il tira son poignard, se trancha la gorge, leva la lame haut dans le ciel et la remit au fourreau avant de s'écrouler. Le Sri Lanka témoigne d'une grande civilisation passée. Après bien des siècles d'oubli, perdus dans une jungle équatoriale, des palais furent découverts. Encore combien de temps faudra-t-il à ces femmes pour mettre à jour toute la richesse culturelle de ce pays? Bouddha seul le sait. Ces découvertes une fois à l'air libre, le travail de ces messieurs consiste à recréer ce qui était un palais. Dans une des grottes du temple de Dembula, toute la surface du plafond est couverte de peinture. Le travail de cet artiste est de le reproduire le plus fidèlement possible. Un autre style de peinture, mais cette fois réalisé sur de la soie. Vous remarquerez que ces éléphants sont souvent mis en valeur.
Les grandes ruines de Polonnaruwa. Capitale du XIe au XIIIe siècle, Polonnaruwa donne plus à voir et laisse moins errer l'imagination que la métropole plus ancienne de Anuradhapura. Histoire brève et simple en comparaison. 2 siècles, 12 souverains contre 1400 ans et les 123 rois de Anuradhapura. Ces ruines exposées aux ravages du temps plus récemment sont aussi beaucoup mieux conservées. Polonnaruwa exerce une fascination toute particulière. On ne connaît pas encore avec certitude la date à laquelle elle fut fondée. Il est possible qu'une armée venant de Anuradhapura y ait été placée en garnison au début de l'ère chrétienne. En tout cas, nous savons avec certitude que le siècle suivant la mort de Nisanka Malla, en 1196, ce ne fut qu'une succession d'invasions et de dévastations depuis l'Inde et la Malaisie. Quand un semblant d'ordre fut restauré plus tard, au XIIIe siècle, la capitale fut déplacée à l'ouest du pays et Polonnaruwa retourna à la jungle. Les Portugais trouvèrent le site et le pillèrent. Mais les Hollandais perdirent sa trace. Il ne fut redécouvert qu'au XIXe siècle, quand les Britanniques engagèrent des fouilles. දවස උපදින්නට වරම් නොලැබුණත් මාහට මෙතේ බුදුන් උපදින රට උපදීවා මිනිසකු ලෙස Le temple de Dambulla cache des grottes qui ont aussi leur histoire. C'est dans ces grottes que le roi Valagambahu se réfugia au 1er siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Tamouls de l'Inde du Sud envahirent la capitale
Anuradhapura. Parvenu à reconquérir sa capitale, il fit construire ce temple en remerciement à Bouddha. Vous voyez cet arbre? Eh bien, il fait 1800 mètres carrés avec un seul tronc. Mais oui, ici c'est un orphelinat d'éléphants. La plupart ont moins d'1 an. Ils ont été trouvés blessés ou abandonnés dans la jungle du pays. Ils sont élevés jusqu'à ce qu'ils aient atteint une certaine maturité. On leur apprend à travailler, puis ils sont vendus à des entreprises ou à des temples. Allons, ne rêvez pas, mesdames. Voyez bien que c'est pas possible d'en ramener un à la maison. Pensez à votre moquette. Les crosses de noix de coco, pas tous, hein. Combien de temps il met pour faire un éléphant? Normalement, c'est à peu près 1h30, il termine un éléphant. Et puis, pour les sciences aussi, il prend à peu près 1h30. Combien d'éléphants il a pu faire depuis qu'il a commencé? Bon, à peu près, c'est peut-être 100 000 éléphants qu'il a pu faire. Parce qu'il y a des couteaux spéciaux pour couper les petites masques. Parce que c'est difficile pour sculpter, parce que s'il coupe et après ça il doit sauter, il doit jeter. S'il coupe le nez, après ça il doit... C'est très difficile pour prendre le modèle, le petit. Maintenant, il trône. Voilà, et ça représente quoi? C'est le Yaxe. Parce qu'il commence maintenant pour travailler, c'est le diable. C'est le diable, c'est le masque. Parce que ça c'est important, il prend le bois, on s'appelle Balzac. Il y a à peu près 3 têtes de cobra, c'est la première ici, et la deuxième, et la troisième ici. Bye bye. Alors ici, c'est une petite entreprise où je ne voudrais surtout pas vous faire l'affront de supposer que vous n'avez pas deviné ce qu'elle fabrique.
Dans la ville de Kandy, qui est la capitale des Hautes-Terres, chaque année en août, la dent du Bouddha, qui symbolise la souveraineté sur l'île, sort de son temple pour être portée en procession à travers la ville à dos d'éléphant. Cette cérémonie est sans aucun doute la plus importante en Asie. මේ මේකත් හදන්න. ඔව් අර සුදු එකනකෝ. නේ? Puisqu'on a parlé du passé, il va de soi que l'on termine sur cette maîtresse d'école où ses enfants feront l'avenir.
ඇත්ත? ඒ වතු පැටියා ඉපදුණු දවසේ මූට පෙන්න මල්ලිගේ උන්සා උඹේ ගාලා එහෙම පණදුවා. යන්තනි කියන්නේ තෙරන් අම්මම උත්තරක් යන්නටයි තාංගිති තුවක් ගන්නවා සම්මුදයි. එයාත් හොඳයි. වේසන් කියන්නේ උඩ මාලකුයි වතුර මාගොඩයි කටට ගන්න බැරි තරම එරුවපයි. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? අන්තේ තන්බල්ලා පනිද්දේ ගිල්ලා බැඳනතේ අපට නිදහසේ කතු නැමි වැටේ. ඔව් පොත් ටික ඉදාගන්න නැතුව පරිස්සම් කරලා තියාගන්නත් ඕනේ. ඉදා ඉස්සරේ වගේ පොත් ඉදාගෙන හිමෙන්න එපා ඈ. බුද්ධ ගුණය